Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette masterclass spéciale Full Hendrik. Je suis Émilie et je suis ravie au nom de l'équipe, de toute l'équipe de CB News, de vous accueillir pour aborder plein de choses, plein de tendances, plein de chiffres clés qu'on va commencer à voir avec toi, Émilie Nguyen, Sales Manager chez Pinterest France, qui va commencer donc à nous parler de l'ADN et des missions de Pinterest. On va enchaîner avec Karine Perrault, qui est directrice secteur food et brand stratégie chez Kantar Insight Division, qui nous éclairera donc sur les tendances et les chiffres clés du marché. On verra ensuite à travers 3 case studies comment Pinterest répond avec créativité et innovation aux enjeux de ses annonceurs. Hicham Abou Chaïba, je vais y arriver, qui est partner manager chez Pinterest France, et Frédéric Saint-Sardos, qui est vice-président chez Avasplay, vont nous expliquer le premier case studies de Carrefour. Carrefour avec son Creators Programme. Ils vont nous expliquer comment connecter une marque avec son audience de façon immersive et contextuelle via un créateur. Vous verrez ça. Le deuxième case study, c'est Boursin. Et c'est Aurélie Cambillo, partner manager chez Pinterest France, et Astrid Gay, qui est social media manager de Belle France, qui va vous détailler leur stratégie pour apporter une réponse aux besoins des consommateurs aujourd'hui et demain. Vous verrez ça dans le détail. Et enfin, le troisième case studies, c'est Pernod Ricard, et c'est Noémie Tur, partner manager chez Pinterest France, et qui va dévoiler ce qu'ils ont fait pour Pernod Ricard, qui va dévoiler comment elle a réussi avec ses équipes à driver les consommateurs en magasin grâce à Pinterest. Voilà, je vous souhaite une masterclass très inspirante et je laisse la parole à Émilie. Merci Émilie. D'abord, merci à tous d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous voir, de vous revoir en personne après ces mois passés derrière nos vidéoconférences. Donc un grand merci à vous. J'en profite aussi pour remercier nos intervenants qui ont gentiment accepté de venir partager leur vision d'expert, leur retour d'expérience sur la plateforme. Et on espère que cette session sera la plus inspirante possible. D'abord, je vais commencer par un rapide sondage dans la salle. Qui utilise Pinterest parmi vous? Bon, ça va. Super. Alors, on a pour tradition chez Pinterest de se présenter en vous partageant un peu notre expérience personnelle sur la plateforme. Donc moi, en ce moment, je suis beaucoup à la recherche de recettes faciles à faire, originales pour mon petit garçon de 5 ans. Je prépare aussi mes vacances d'été. Et je suis à l'affût d'inspiration pour de futures vacances. Donc, je regarde des safaris pour l'année prochaine. Et surtout, je suis une dingue de wishlist idées cadeaux sur la plateforme. Donc, j'ai des tableaux idées cadeaux pour ma famille, mes amis et pour moi-même. Donc, l'intérêt de ça, c'est que, je suis hyper réactive. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'achète toujours les cadeaux un peu à la dernière minute. Donc, dès que j'ai un cadeau à faire, je reviens sur mon tableau. Je clique et en un clic, je peux acheter un cadeau hyper rapidement. Et le deuxième intérêt, c'est que depuis que j'ai des tableaux idées cadeaux pour moi, j'ai plus un seul cadeau qui ne me plaît pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas levé la main, je vous recommande d'utiliser Pinterest et de créer des tableaux sur vos idées cadeaux. Donc, mon utilisation personnelle n'est pas différente des plus de 22 millions d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme chaque mois. Aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent trouver des idées, des inspirations pour nourrir des passions, pour réaliser leurs projets. Donc ça peut être des projets du quotidien, trouver une recette, un tuto maquillage. Ça peut être des projets saisonniers, donc à l'occasion de l'organisation d'un anniversaire par exemple, ou préparer des fêtes fin d'année. Ou c'est pour peut-être des moments de vie, donc l'arrivée d'un enfant, l'organisation d'un mariage et éventuellement un déménagement. Donc notre mission, c'est vraiment d'apporter à chacun l'inspiration pour créer la vie qui lui plaît. Et ça, dans vraiment des domaines très, très différents. Donc ça peut être alimentation, ce qui nous réunit aujourd'hui. On a plus de 5 millions d'utilisateurs qui sont intéressés par cette catégorie, mais c'est la mode, la décoration, la beauté, donc des catégories très tournées lifestyle, et ça peut être finalement autant de catégories que de centres d'intérêt.
On est souvent cité comme la source numéro 1 d'inspiration, donc toute plateforme digitale confondue, mais aussi devant la télé et devant les magazines. Mais on a vraiment une ambition d'être bien plus qu'un moteur de découverte visuelle. On va être la plateforme qui permet de passer de l'inspiration à la réalisation. Et donc ça, c'est vraiment notre ambition, ce qui va motiver aussi tout ce qui va être développement et innovation dans les mois à venir. Qu'est-ce qui fait que Pinterest est unique? C'est d'abord l'état d'esprit de nos utilisateurs qui viennent sur la plateforme avec un état d'esprit qui est ouvert à de nouvelles idées. Donc, ils viennent avec une intention, mais ne sont pas décidés encore sur ce qu'ils allaient faire exactement. Et en témoigne ce chiffre de 97% des recherches qui sont effectuées sur la plateforme sont effectuées sans nom de marque. Donc, on vient sur la plateforme, on n'a pas décidé les marques avec lesquelles on va interagir, et donc on est vraiment ouvert à de nouvelles idées. Et ils viennent, comme je le disais, avec une intention qui est très forte aussi, c'est-à-dire qu'ils ont une intention alors de trouver plus d'informations, d'essayer quelque chose, parfois une intention commerciale, donc d'acheter quelque chose, et donc forcément une propension plus forte et une capacité à dépenser plus souvent et dépenser plus. Et d'ailleurs, on a nos utilisateurs qui, sur la catégorie alimentation, dépensent en moyenne 45% plus que les utilisateurs d'autres plateformes. Et donc, les marques, dans ce parcours, viennent vraiment s'insérer comme des solutions. C'est pour ça que les marques sont très bien accueillies sur la plateforme. Elles sont additives, elles inspirent et elles permettent à la fois de passer à l'action. Et on a 59% de nos utilisateurs qui déclarent être plus susceptibles d'acheter un produit après avoir été exposés à un contenu de marque, ce qui montre bien que vraiment les marques ont leur place sur la plateforme et sont extrêmement bien accueillies par nos utilisateurs. Donc, qui sont nos utilisateurs? Donc, je disais presque 23 millions de visiteurs uniques chaque mois. Ce sont essentiellement des femmes aujourd'hui, 65%, avec un cœur de cible 25-49 ans. On arrive à toucher sur Pinterest une famille sur 3 et on couvre 44% des foyers à haut revenu. Donc vous pourriez me poser la question, où sont les hommes sur la plateforme? Eh bien, ils sont bel et bien là. C'est même l'audience qui est en très forte croissance sur la plateforme, plus 40% par rapport à l'année dernière, au même titre que la Gen Z qui ont été nombreux à nous rejoindre au moment de la pandémie. Ils étaient en recherche d'inspiration et qu'on a réussi à fidéliser ces derniers mois. Donc on a vu notre audience, elle est unique, elle a un état d'esprit qui est ouvert, un mindset très, très particulier, une intention forte, et elle est aussi nulle part ailleurs que sur Pinterest. Des utilisateurs de plus de 18 ans qu'on trouve sur Pinterest ne sont pas, à 72%, ne sont pas sur TikTok. C'est également le cas sur d'autres plateformes que les chiffres que vous voyez ici. Donc, ce qui montre qu'on a vraiment une complémentarité d'audience à vous apporter. Voilà pour les quelques chiffres. Je vais maintenant passer la parole à Karine qui va vous en dire plus sur ce que veulent vos consommateurs. Bonjour à tous. Karine Perrault, je travaille chez Kantar, la partie Insights. Non, je peux. Ouais. Oui, d'accord, je veux bien. Ouais, merci. Donc la partie Insights, la partie où on interroge les consommateurs. Voilà. Depuis 10 ans maintenant, nous menons une étude en partenariat avec le CIAL sur les attentes des consommateurs dans le monde entier. Alors, le CIAL, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas forcément familier de ce sigle. Le CIAL, c'est le Salon international de l'alimentation qui a lieu tous les 2 ans à Villepinte. La seule exception, ça a été 2020, mais comme une exception pour plein de choses. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, c'est une expérience incroyable. Il y a les 6 halls de Villepinte qui sont remplis d'annonceurs divers et variés, d'industriels, avec des choses à goûter dans tous les coins, de tous les pays du monde. Bref, c'est le temple de l'alimentation et de l'innovation en alimentation. À cette occasion, tous les 2 ans, nous interrogeons les consommateurs sur
leurs attentes, ce qu'ils veulent en matière d'alimentation, la façon dont ils jugent l'innovation alimentaire, leurs attentes en matière d'alimentation, la façon dont ils regardent les différents produits qui peuvent sortir, et puis également la façon dont ils jugent les différents acteurs de la filière, c'est-à-dire les agriculteurs, les industriels, etc. Donc ça fait vraiment une vision à 360 de l'alimentation. C'est sur le temps long, parce qu'on a vraiment 10 ans d'historique, et on est à peu près sur tous les continents. On est dans 11 pays et zones, ce qui nous permet, en l'occurrence aujourd'hui, par exemple, de pouvoir regarder en quoi la France est intéressante et se distingue des autres pays, encore une fois, sur le temps long. Donc, ça nous permet de dégager des tendances et donc on peut aller sur le... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 3-4 ans, en fait, on a une vraie mutation des attentes et des comportements. On a 3/4 des consommateurs qui nous déclarent qu'ils ont changé leurs habitudes d'achat ou de consommation dans les 2 dernières années. C'était déjà vrai juste avant le Covid et c'est encore vrai après. Donc c'est pas simplement, c'est pas un effet Covid en fait, c'était déjà amorcé avant. Ils ont changé en quoi ? Ils ont changé pour plein de raisons. Et en tout cas, il y a des tendances qui sont pérennes. Ce qui est intéressant dans cette mutation, c'est que donc ça perdure dans les pays d'Europe et ça s'accélère même dans les pays d'Asie, où on a des mutations qui sont encore plus importantes. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il y a 3 tendances majeures en matière d'alimentation. Il y a une tendance santé qui est très, très, très pérenne. C'est vraiment la première tendance associée à l'alimentation, à la santé. Il y a une tendance éthique RSE qui, là, pour le coup, a un peu émergé dans les dernières années et qui devient vraiment importante. Et enfin, le plaisir, qui est absolument indissociable de l'alimentation, bien évidemment, et qui est revenu un petit peu en force, pour le coup, dans les 2 dernières années. Donc on va commencer par la santé, parce que c'est vraiment la tendance qui reste numéro 1. Il y a beau y avoir des mutations dans les changements, dans les attentes et dans les comportements alimentaires. La santé, ça reste, et de façon très claire, l'attente et la tendance numéro 1. On a 7 consommateurs sur 10 qui nous déclarent être à la recherche de produits sains, de produits authentiques, sans additifs, voire qui soient 100% naturels. Alors, effectivement, il y a des nuances selon les pays. Je vais vous en citer quelques-uns, parce que c'est toujours marrant de voir un petit peu comment ça peut se différencier. En Allemagne, par exemple, on est vraiment en attente d'équilibre entre le plaisir et la santé. En Espagne, on va être un petit peu moins finalement en recherche de naturalité depuis les 2 dernières années, parce que finalement l'Espagne, c'est un pays où la situation économique a été un petit peu plus difficile. Donc finalement, ces attentes de naturalité, elles ont été un petit peu plus supplantées par finalement des difficultés à avoir clairement ce qu'on souhaite comme produit. En Israël, qu'on a pour la première fois dans notre périmètre, là c'est très intéressant parce que c'est assez différent d'ailleurs. On a la santé en Israël, en ce moment, ça veut dire garder la ligne, alors qu'on a un petit peu passé finalement ces considérations en Europe, on va dire, on n'est plus trop là-dessus. En Israël, c'est vraiment ça, et puis c'est booster ses défenses immunitaires encore plus qu'ailleurs. En Chine, alors là, on est hyper inquiet pour sa santé, à fond dans la naturalité. Il faut dire que la Chine, Shanghai, a été libérée du confinement il y a très très peu de temps. Donc vraiment très, très gros focus sur la santé. Et c'est un petit peu vrai finalement dans tous les pays d'Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Inde aussi. Voilà. Intéressant cette année, la mise en mouvement des USA, qui était extrêmement à la traîne sur ces sujets-là. Et là, on voit vraiment une petite mise en mouvement en fait, demande de plus de naturalité.
aux US, et puis toujours à la traîne, et cette fois tout seul, le UK, où c'est pas exactement leur truc. Voilà. Donc finalement, en France, on est un petit peu au milieu de tout ça. Alors les produits sains, les produits naturels, c'est vraiment un basique. On est donc sur 7 sur 10 qui veulent ces produits sains, naturels, etc. L'attente de produits boosters d'immunité, ça, pour le coup, ça a été vraiment révélé depuis le Covid. Et donc, je citais l'Israël, mais c'est vrai qu'on a une progression un petit peu partout. C'est un peu moins vrai en France, donc on en est moins conscient, vu d'ici. Mais c'est très vrai dans pas mal d'autres pays, notamment en fait, l'Espagne, l'Italie, etc. Un point important et à souligner, c'est que les consommateurs sont assez conscients des efforts que font les acteurs de la filière pour garantir une nourriture qui soit saine, sans danger, etc. Le seul petit point, c'est que, alors ça c'est vrai dans le monde entier, hein, il y a une vraie progression de la confiance. Ça concerne aussi la France qui est en vraie progression là-dessus. Je dois vous dire qu'on a fait le terrain de notre enquête juste avant les petits, voire gros soucis de Buitoni et de Ferrero. Donc voilà, peut-être que ça aurait pu être un petit peu différent. Deuxième tendance, donc l'éthique et la responsabilité, ça c'est très important. Il y a quasiment 2/3 des gens sur le périmètre qu'on a étudié, donc dans le monde entier, qui considèrent que les choix alimentaires qu'ils font sont des actes citoyens qui conditionnent le monde dans lequel ils veulent vivre. Donc c'est vraiment une affirmation forte et qui ne se dément pas, qui était vraie dès avant le Covid et qui reste vraie. Alors sur ce point-là, je vais vous passer éventuellement les différences par pays, mais sachez qu'en France, c'est vraiment le pays où on a le plus fort attrait pour tout ce qui est local, le soutien aux agriculteurs, aux éleveurs. C'est vraiment quelque chose qui caractérise notre pays. Au global, on a 68% des consommateurs qui plébiscitent vraiment les produits locaux, les produits de saison, et c'est encore plus vrai chez nous. À remarquer aussi la tendance à végétaliser son alimentation. Ça, c'est une tendance de fond, hein. Il y a une progression régulière sur les dernières vagues. On en est à 40% des consommateurs qui rendent consciemment leur alimentation plus végétale. C'est plus vrai en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Moyen-Orient. Et on a aussi 35% des consommateurs au global qui nous disent avoir réduit, voire arrêté leur consommation de viande, parce qu'ils ont conscience de l'impact de la consommation de viande et de l'élevage sur le monde. Sur ce point de la... Oui, bon, d'accord. Moi, je vais accélérer, mais donc je vous raconte la troisième tendance. Alors, sachez juste qu'en fait, il y a une mine de résultats comme ça et de choses très, très intéressantes dans l'étude qui s'appelle Food 360. Là, je vous livre le troisième insight qui est le retour du plaisir. Et donc, ça, non seulement on a 7 consommateurs sur 10 qui avouent céder parfois à la tentation pour des produits qu'ils considèrent un peu trop riches pour des sensations de pur plaisir. Et ça, c'est en augmentation significative par rapport à il y a 2 ans. La raison, c'est que, il y a 4 consommateurs sur 10 qui avouent clairement avoir complètement craqué pendant le Covid. Voilà, donc les produits trop gras, trop sucrés, trop riches, si vous avez craqué, vous n'êtes pas tout seul. Et encore, il y a probablement des gens qui n'avouent pas qu'ils l'ont fait. Donc voilà. Donc le plaisir totalement indissociable de l'alimentation. Le petit souci qu'on a à court terme, c'est le retour de l'inflation.
On ne s'en rend pas forcément compte concrètement. Sachez qu'il y a déjà 60% des consommateurs qui ont remarqué des hausses sur les prix alimentaires. Il y a 90% par exemple en Allemagne, donc spécialement sur l'alimentation, je ne parle pas de l'énergie, du prix de l'essence à la pompe, etc. Donc les gens sont conscients des hausses de prix. On a remarqué dès avant le démarrage de l'inflation, parce que ces chiffres-là datent du mois de mars, qu'on a de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils ne sont pas prêts à payer plus cher pour une alimentation de base qui soit saine. Et c'est en augmentation par rapport à 2020. Donc 14%, ça paraît un petit chiffre, c'est quand même beaucoup quand c'est des gens qui ne sont pas prêts à payer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les tendances. La période est un petit peu compliquée pour les marques et pour les industriels, et puis pour finalement les consommateurs aussi. On entre dans une période d'incertitude qui est à tous les niveaux, hein. Incertitude sanitaire, politique, inflationniste, et quand je dis politique, c'est même la guerre, etc. Les marques et les entreprises qui réussiront le mieux, parce que finalement de l'incertitude c'est aussi des opportunités, eh bien, les entreprises qui s'en sortiront le mieux seront celles qui sauront maintenir, voire renforcer leur capital, et puis renforcer leur premium, c'est-à-dire le fait qu'on soit prêt à payer un petit peu plus cher pour elles que pour leurs concurrents. Donc voilà, à vos plans marketing. Bonjour à tous, je suis Marine, je suis partner manager chez Pinterest. Je suis ravie de vous voir tous, ça fait du bien de voir du monde au-delà d'un écran, donc merci infiniment pour votre présence. Karine vient de vous présenter un état des lieux de ce que veulent vos consommateurs actuellement. Moi, à mon tour, je vais vous partager des insights sur ce que veulent vos consommateurs quand ils se rendent sur Pinterest. Donc on va aller un cran plus loin et on va focuser sur la plateforme. En premier lieu, je vais vous donner des éléments sur l'importance que revêt le food sur Pinterest. Émilie vous en parlait en introduction, quand on va sur Pinterest, c'est parce qu'on veut répondre à un besoin d'inspiration qui nous est propre, dans l'objectif de passer à l'action. Cette notion de besoin et d'inspiration et d'action sont encore plus vraies, encore plus concrets quand on se parle d'alimentation et de boisson. Quand vous faites une recherche sur Pinterest dans ce domaine, c'est parce que vous recherchez une idée de repas pour le dîner de ce soir, vous recherchez un menu pour la semaine suivante ou une idée de cocktail pour l'apéro du vendredi. Donc c'est extrêmement concret. Et les réponses qui vont être apportées sur Pinterest sont véritablement perçues comme étant des solutions et Pinterest comme étant un outil d'aide à la planification. Et c'est ce qui fait le succès de Pinterest quand on se parle de food. Et c'est pour ça qu'on a 5 millions d'épingles en relation avec l'alimentation qui sont chaque jour enregistrées sur Pinterest. 5 millions, c'est colossal. C'est véritablement un point majeur, un topic majeur chez Pinterest. Et effectivement, Pinterest, c'est pas juste je planifie mon mariage l'année suivante ou je prépare la chambre de bébé à venir. Ça a véritablement les deux pieds ancrés dans le réel et dans le quotidien des Français. C'est une notion qui est extrêmement importante à avoir à l'esprit. Alors c'est vrai qu'on a une audience en plus qui est très appétente, sans mauvais jeu de mots, pour l'univers du food. Et on a 95% des utilisateurs qui se disent intéressés par un contenu en relation avec l'alimentation. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 12% de plus que ce que disent les non-utilisateurs de Pinterest par rapport à des contenus, par rapport à leur intérêt lié à des contenus en lien avec l'alimentation. Donc il y a une vraie appétence, une vraie sensibilité et une vraie réceptivité de notre audience sur le sujet. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces utilisateurs de Pinterest quand il s'agit d'alimentation ? La première idée, celle qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est les recettes. C'est assez intuitif. On a mené une étude avec Nielsen sur l'analyse du parcours d'achat de nos utilisateurs en France. Et effectivement, on a 32% de nos utilisateurs qui disent avoir découvert une recette sur Pinterest. Pour vous donner un ordre de comparaison, les non-utilisateurs de Pinterest sont seulement 21% à déclarer avoir trouvé une recette sur d'autres plateformes sociales. Donc Pinterest joue véritablement un rôle dans l'inspiration recette. Mais la découverte sur Pinterest, quand on se parle d'alimentation, ça va au-delà de la simple, entre guillemets, recette. Et parmi nos utilisateurs dans cette catégorie, ils sont 40%
a déclaré avoir trouvé une idée de planning de repas. Donc on est dans la planification des repas. Ils sont 46% à déclarer y trouver des astuces, des conseils pour choisir un produit, pour le sélectionner et pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser. Et ils sont 60%, donc ça va crescendo, à déclarer avoir un intérêt pour les bons de réduction, pour les promotions qui peuvent être poussées sur Pinterest. Donc certes, quand vous pensez alimentation, vous pensez évidemment recettes, mais pensez aussi qu'il y a d'autres opportunités, il y a d'autres contextes, il y a d'autres sujets qui vont intéresser les utilisateurs pour prendre la parole et pour engager le dialogue avec eux sur le sujet de l'alimentation. Là, je vous partage ici le top 3, le podium, des sujets qui sont les plus recherchés actuellement quand on parle d'alimentation sur Pinterest. Alors c'est vraiment un podium, hein, c'est pas, voyez pas les proportions dans les petites colonnes, hein, c'est absolument pas mathématique, mais en tout cas c'est le top 3 des recherches qui sont les plus effectuées. Le numéro 1, c'est l'alimentation saine. On ne parle pas de régime, hein, c'est d'alimentation saine. Le deuxième sujet, c'est la planification de repas. On en vient à ce que je vous disais précédemment. Et le troisième sujet, parce qu'on n'est pas à une contradiction près, et quand même que la nourriture, c'est fait pour se faire plaisir, ce sont les desserts. Donc vous voyez qu'il y a un écho entre ce que vous a présenté Karine et ce qu'on va retrouver sur Pinterest. On retrouve évidemment les usages qui intéressent les Français actuellement. Alors je vais m'attarder sur ces différents sujets. Le premier sujet, c'est donc cette recette santé. Moi, j'ai été surprise de voir à quel point les recettes santé avaient pris une importance sur la plateforme, puisque les recettes santé sont actuellement plus recherchées que les recettes dites classiques. Donc j'insiste encore une fois, ce n'est pas de recettes régime dont il s'agit, hein, c'est vraiment des recettes santé. Et vous avez 6 milliards d'impressions qui ont été comptabilisées sur ces recettes santé depuis le début de l'année 2022. Et si je prends juste un keyword pour justement vous montrer un petit peu ce que revêt cette notion de santé sur Pinterest, d'alimentation santé, c'est le mot-clé vitamine qui a progressé de 58% en un an. Donc c'est vraiment des croissances extrêmement significatives. Alors, un des corollaires également de l'alimentation santé, alors parfois à juste titre, parfois non, mais en tout cas, on y l'associe, c'est aussi l'alimentation responsable. On sait que la pandémie a joué un rôle majeur dans la prise de conscience des consommateurs. Et c'est extrêmement vrai en France. J'ai l'impression qu'il y a une conscience plus de la part des Français sur ces sujets. Le fait est que 7 consommateurs sur 10 déclarent accorder plus d'importance depuis le Covid-19 aux entreprises qui s'engagent en faveur de l'environnement. Donc c'est effectivement un sujet majeur pour nos utilisateurs. Et c'est aussi une des raisons, ce n'est pas la seule, qui fait qu'il y a une valorisation du fait maison actuellement. Alors je vous ai mis là sur votre droite et donc sur ma gauche une petite photo qui fait très Laura Ingalls. Dans les faits, on sait que depuis qu'on n'est plus confiné, on est revenu à nos habitudes, pour certains, d'avant. Il n'empêche que les utilisateurs de Pinterest sont 23% plus nombreux que les non-utilisateurs à aimer cuisiner à la maison et donc à mettre la main à la pâte. Après, ils le font en ayant les préoccupations qui sont celles de tout un chacun, c'est-à-dire qu'ils veulent une cuisine qui soit en relation et qui prenne compte du quotidien. Donc ils sont 61% à souhaiter découvrir des recettes simples, avec peu d'ingrédients, peu d'étapes. Ils sont 42% à vouloir découvrir de nouvelles recettes et à vouloir sortir de leur zone de confort culinaire. C'est pour ça aussi qu'on voit une augmentation des recherches autour de la cuisine exotique au sens vraiment large du terme. Et ils sont 34% à vouloir découvrir des conseils qui leur permettent de consommer, de s'alimenter de manière plus responsable. Le tout en ayant vraiment les 2 pieds dans le réel, puisqu'on sait que la période est difficile et en France, 70% de nos utilisateurs se disent être directement impactés par l'inflation. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit une augmentation des recherches autour des recettes à petit prix, des budgets, des recettes à petit budget, et puis également de la planification des repas à nouveau, parce que qui dit planification des repas, dit fait maison, et puis dit aussi une meilleure maîtrise du budget domestique. Et ça devrait évidemment et malheureusement continuer dans les mois à venir. Je vous ai fait un focus sur le food. Je vous fais juste un petit rappel rapide sur le fait que justement, dans ce contexte qui est un petit peu spécifique, il est encore plus important de prendre la parole dans une plateforme et dans un environnement qui est positif. Et c'est comme ça que Pinterest est perçu par les utilisateurs. Il y a 9 utilisateurs sur 10 qui déclarent estimer que Pinterest est véritablement une oasis virtuelle. Et c'est vraiment le but de la mission de Pinterest depuis sa création, de s'inscrire comme étant un positive corner du web. C'est essentiel. Donc c'est important pour les utilisateurs qui ont besoin de cette positivité. C'est important
pour les marques, surtout quand on sait qu'en face, vous avez 70% des adultes français qui estiment qu'il en est de la responsabilité des marques de prendre la parole dans des contextes qui soient positifs. Donc le tout, c'est pas seulement de prendre la parole et comment est-ce qu'on prend la parole, c'est dans quel cadre est-ce que je prends la parole. Et ça joue évidemment, cette conscientisation, ça a un impact sur le fait de passer à l'action, sur les résultats qui vont être constatés. Et on a 4 utilisateurs français sur 10 qui reconnaissent qu'ils sont plus susceptibles de se souvenir, d'être favorables, de faire confiance et d'acheter, dès lors que la marque, justement, s'inscrit dans cet environnement positif. Donc voilà les insights que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole aux autres speakers qui vont vous partager des best practices finalement, sur la base de ces insights, comment est-ce qu'on prend la parole sur Pinterest. Merci à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Donc, on a parlé d'inspiration. Vous avez pu voir de nombreux insights sur Pinterest. Et on va vous parler un peu de réalisation, et notamment de nos partenaires avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'accueillir moi ce matin Astrid, qui est donc Social Media Manager chez Bell. Astrid, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous, enchantée. Donc, je suis Astrid, Social Media Manager chez Bell. Bell, c'est tout un tas de marques qu'on connaît ou qu'on aime pas mal, dont Bashkiri, Kiri, Babybel, Apéricube ou encore Boursin, dont on va se parler aujourd'hui. Exactement, on va vous présenter donc un très beau cas qu'on a réalisé donc avec Bell et leur agence Spark. Il est important effectivement aujourd'hui sur Pinterest, vous avez vu, c'est le contexte. Et juste pour rappeler, c'est vrai que pour les marques aujourd'hui, il y a vraiment 2 opportunités médias. La première, on va dire, c'est comment vous allez communiquer pour présenter vos produits, vos engagements. On va être vraiment plutôt dans un contexte qu'on va appeler de push. Mais on a aussi cette opportunité, et c'est tout le sujet ce matin justement avec Boursin dont on va parler, c'est qu'il y a aussi finalement tout ce côté user-centrique. Comment une marque aujourd'hui peut de manière pertinente répondre aux besoins des consommateurs sur Pinterest. Et c'est pas l'une ou l'autre, c'est finalement l'ensemble aujourd'hui qui va vous permettre, notamment en tant que marque, de voir tous les bénéfices, que ce soit sur la notoriété de la marque, la considération, mais également l'intention d'achat. Alors, avant de rentrer dans la stratégie, je voudrais effectivement qu'Astrid nous partage ce matin pourquoi finalement Boursin communique aujourd'hui sur Pinterest. Il y a tout un tas de raisons qu'on a pas mal explorées avec justement notre agence Spark ou nos partenaires en interne de la team Boursin. D'abord, la première étant une question d'audience et de ciblage qui correspondait très bien. Mais surtout, je voudrais m'attarder sur 2 autres raisons. D'abord, on partage un point très fort avec Pinterest sur Boursin, c'est la notion d'inspiration. Sur Pinterest, on a déjà un petit peu parlé, mais les utilisateurs sont à la recherche de plein de nouvelles choses, d'inspiration. Là où nous, sur Boursin, notre signature de marque, c'est Boursin vous inspire, vous créez. Donc on souhaite vraiment apporter cette fraîcheur et cette notion d'inspiration aux consommateurs. Donc ce lien était tout trouvé. Et le deuxième point, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par cette question de user-centric que tu viens d'évoquer, Aurélie, dans le sens où on vient très littéralement apporter une réponse aux questions des consommateurs avec notre marque. Et je trouve ça très pertinent et on n'avait qu'une envie, c'était de tester. Donc en effet, c'est une large gamme donc aujourd'hui qu'on peut voir pour la marque Boursin. Donc on a eu l'occasion effectivement de travailler ensemble sur Boursin. Est-ce que du coup, Astrid, tu peux évoquer justement cette stratégie que vous menez aujourd'hui sur la plateforme ? Oui, tout à fait. Donc là, on a le détail à l'écran. Donc on sait chez Bell, pour dézoomer un petit peu, depuis quelques années, on était très centré sur les temps forts que vous voyez là en premier sur la slide. Des temps forts business qui sont très importants pour la marque. On était très centré là-dessus, mais on avait envie d'aller un petit peu plus loin. Et moi, depuis mon arrivée, je me posais beaucoup la question de la notion de fil rouge, de comment créer du lien avec les consommateurs. Et sur Boursin, c'était un besoin encore plus spécifique, puisqu'on a besoin de ramener un petit peu le produit dans le quotidien des consommateurs. Donc là, pareil, encore une fois, le lien était assez fort. Donc on a fait à la fois ce mélange de temps fort et d'approche fil rouge. Et pour le tester, on s'est positionné pour avoir une étude en 2 parties, on va dire. Une étude qui testait d'abord les réactions des consommateurs uniquement sur les temps forts versus une étude qui testait les réactions sur la période temps fort plus fil rouge. Donc pour bien comparer les 2 approches. Et en termes de stratégie, nous, Boursin, on a cette notion de quotidienneté à travailler. On avait aussi la gamme que vous avez vue précédemment, sur laquelle on ne pouvait pas aborder tous les points dans des temps forts. Parce que qui dit temps fort limité dans le temps, dit nombre limité de messages aussi à faire passer. Là où le fil rouge nous permettait d'aborder un petit peu la versatilité de la gamme et des usages.
On a parlé tartinable pour l'apéro sur l'été, comme on a parlé avec notre pièce Aïe fines herbes classique sur des recettes printanières, par exemple, pour aborder un peu tout ça. Et dernier point plus concret, voilà, on soutient beaucoup nos épingles en médias, parce que c'est hyper important pour nous de pouvoir bien émerger, justement, en réponse aux questions des consommateurs. Et en effet, ce qui est assez intéressant quand on travaille avec vous régulièrement, c'est vrai qu'on a vraiment la réponse finalement pour le consommateur qui est en recherche d'idées, d'inspiration. Émilie disait qu'on a 97% de nos recherches aujourd'hui qui sont non brandées. Donc c'est vrai que pour une marque, il y a vraiment tout un territoire à faire découvrir aujourd'hui vos produits. Donc on l'a vu à travers bien évidemment des recettes, mais également pour présenter l'ensemble des gammes que vous pouvez aussi avoir selon les consommateurs que vous souhaitez aujourd'hui recruter. Et donc tu l'as déjà un petit peu évoqué, on a donc mis en place cette stratégie du temps fort en complément avec une approche fil rouge. Et donc on a pu effectivement mesurer aujourd'hui cet impact. Donc on a mis en place une étude Brandlift Multicell qui permettait d'avoir un groupe exposé à la campagne fil rouge plus temps fort et un groupe uniquement exposé à la campagne temps fort. Et on a regardé justement l'apport du fil rouge sur différents items de marque. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Ah oui. On est très content de ces résultats que vous voyez à l'écran, sans détailler évidemment chacun, mais voilà, on voit que la période de fil rouge apporte double le poids de la mémorisation et donc l'impact sur les consommateurs, ce qui est vraiment très chouette et ce qui permet de voir cette espèce de cercle vertueux qui est mis en place par un lien plus régulier avec le consommateur. Sur la considération, ce qu'on a testé notamment, c'est la notion de boursin comme produit créatif. Donc qui prend 8% quand on ajoute cette période de fil rouge. Là, 2 points, je pense que c'est le lien évident entre le fit Boursin et Pinterest qui s'exprime très bien. Et pour moi aussi, le fait de parler de plus de produits que dans un temps fort nous permet de montrer à quel point on peut être créatif avec toute la gamme Boursin. Et enfin, l'intention d'achat, peut-être le plus difficile à faire bouger, qui prend 30% sur la deuxième phase de fil rouge, qui a un très chouette résultat et qui nous permet de voir aussi que Pinterest, c'est une plateforme très tournée vers l'action. Donc les consommateurs sont là pour aller jusqu'au bout du geste. Et voilà, peut-être que dans de prochaines campagnes, on voudrait aller un petit peu plus loin en termes de tests pour réaliser peut-être un sales uplift, histoire de vraiment d'aller les accompagner jusqu'au bout, jusque dans le magasin. Merci pour ce partage. Est-ce que, pour conclure, Astrid, tu aurais un peu des conseils à donner à notre audience aujourd'hui sur justement comment mettre en place ce type de stratégie ? Ouais, mon premier conseil, ce serait du coup de bien penser votre orchestration de messages un peu long terme, peut-être sur une année, pour se dire voilà, comment je répartis mes messages sur l'année pour bien en fait, prendre toute la mesure de cette approche fil rouge et temps fort. Il y aura forcément des temps forts business un peu plus ancrés sur certains de vos produits versus du fil rouge où vous allez chercher peut-être à faire un peu plus de liens. Donc voilà, bien prendre ce recul-là. Et mon deuxième conseil, ce serait, on l'a un petit peu vu avec les insights présentés juste avant, mais ne pas hésiter à solliciter les équipes de Pinterest parce qu'ils connaissent très très bien leurs utilisateurs et donc ils pourront vous donner les insights pour bien vous guider. Parfois, c'est juste adapter un hook sur une créa ou voilà, réangler un petit peu une approche, mais ça permet surtout dans un contexte mouvant comme celui-là, d'être sûr que votre épingle va toucher la bonne cible et les bonnes personnes. Merci beaucoup Astrid. Donc voilà, on est très fiers en tout cas de ce cas avec Boursin qui pour moi illustre très bien aujourd'hui les réponses que peuvent apporter des marques aux consommateurs. Et n'hésitez pas peut-être à la fin si vous avez des questions à poser à Astrid et on va vous laisser avec le cas suivant avec Hicham et Frédéric. Merci. Eh bien, bonjour à tous. J'en connais quelques-uns d'ailleurs. Donc, c'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je suis Hicham Abouchaïba, comme c'est indiqué sur la slide. Je suis en charge des partenariats avec les retailers, donc les acteurs de la distribution en France et en Belgique. Et donc, c'est un plaisir pour moi, comme je disais, d'être en face de vous aujourd'hui pour évoquer avec Frédéric, que je vais laisser se présenter, un récent cas, donc avec Carrefour, qui est un de nos partenaires. Je t'en prie, Frédéric, si tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Pas que féminin non plus, on dit beaucoup Pinterest, etc. Donc, je suis effectivement vice-président d'Avasplay. Avasplay, c'est une agence du groupe Havas qui accompagne les marques par le prisme on va dire, des passions et des centres d'intérêt. Voilà, et tout notre travail, c'est
principalement d'identifier les communautés qui se regroupent autour de ses passions et de ses centres d'intérêt, et d'identifier aussi les leviers pour une marque, pour pouvoir rentrer dans ces communautés, participer et en faire partie. Super, merci. Donc, dans la dynamique de ce que vous avez entendu du coup jusqu'alors avec les différents intervenants, on voulait justement mettre en avant un cas qui, en fait, comme je le disais, avec Carrefour France et Avasplay, qui a permis en fait à Carrefour de mettre en avant une marque de distributeur en capitalisant sur une innovation dont je vais rapidement parler à l'instant. En l'espèce, ils se sont appuyés sur du coup le dernier format né qu'on appelle une épingle idée et qui permet en fait aux marques de s'associer notamment à un créateur de contenu, on peut l'appeler aussi influenceur comme vous pouvez l'entendre sur d'autres plateformes, qui permet notamment de mettre en avant un produit, un temps fort, que sais-je, de manière très inspirationnelle, toujours dans cette logique de passage à l'action, enfin en tout cas de passage de l'inspiration à l'action. Et donc concrètement, comme on a pu le voir juste avant, les 23 millions de Français ne viennent effectivement pas sur la plateforme pour se divertir. Ça, je pense que vous l'avez compris, mais avant tout pour découvrir et agir. Et donc, c'est la raison d'être de ces annonces idées qui sont sorties lors du premier semestre 2022 et dont en fait Carrefour a été un des premiers bénéficiaires en bêta-test. Et en fait, effectivement, ces annonces idées, elles vont répondre à cet objectif d'inspiration, puisque effectivement nos utilisateurs français sont en quête d'inspiration. Ils veulent l'essayer, faire, apprendre, découvrir. En tout cas, encore une fois, ils ne sont pas là pour consommer du contenu. Et en fait, ces annonces idées vont permettre, pour vous en tant que marque, de répondre à cet objectif d'inspiration. Et par ailleurs, elles vont permettre du coup de répondre aux besoins en fait sous-jacents ou latents de ces utilisateurs, toujours dans cette logique très active lorsqu'ils se rendent sur Pinterest. Par ailleurs, et c'est un petit peu la logique en fait de l'activation dont on va parler un peu plus tard, ces épingles idées vont être un moyen unique de s'associer en tant que marque à un créateur, toujours dans cette logique un peu de proposer du contenu de la manière la plus inspirante, mais aussi la plus contextuelle et la plus personnalisée, pour justement proposer une approche, on va dire, à valeur ajoutée. Et donc, sans plus de suspense, on va rentrer dans le vif du sujet avec Frédéric à propos de cette activation, qui justement a été une première en Europe. En fait, c'est un alignement de planète entre le temps fort d'une marque, un créateur, en lien, en tout cas qui a l'habitude de proposer du contenu idéalement en phase avec du coup le temps fort ou le produit en question, ou la gamme en question, pardon. Et donc du coup, effectivement, l'agence et la plateforme. Est-ce que Frédéric, du coup, tu peux peut-être nous en dire plus quant à l'ambition qu'avait Carrefour au moment de se lancer dans le cadre de cette activation, et finalement la problématique qui a permis de répondre, on va dire, Pinterest en tant que plateforme. Le brief qu'on reçoit, c'est la volonté d'un temps fort joué pour Carrefour autour de sa MDD, avec un produit très intéressant, qui est un produit cartonné, éco-environnemental, recyclable, etc. Un peu aussi à monter soi-même pour les enfants, même si c'est un accompagnement un peu nécessaire des parents, mais une participation, une collaboration comme ça dans la famille. Et la volonté de toucher, bien évidemment, les familles, jeunes enfants, d'une manière qui permet de faire rentrer le produit le plus possible dans la vie quotidienne. Donc, on a ce nouveau format qui arrive, et dans l'échange, qui semble être effectivement tout à fait adapté à ce qu'on recherchait, à savoir la capacité de faire passer un message par un créateur ou une créatrice en l'occurrence, d'être exposé. On va dire, on a vu l'emplacement tout à l'heure, c'est quand même un emplacement extrêmement premium, et de pouvoir travailler sur des formats avec ce créateur ou cette créatrice qui va elle-même porter le contenu qu'elle aura ou qu'il aura ou qu'elle aura développé. Donc là, on se retrouve sur effectivement tout ce qu'on recherchait, et on commence à élaborer la mise en place avec Carrefour, dans l'idée de collaborer les équipes de Pinterest, les équipes de Carrefour et les équipes chez nous d'Avasplay pour pouvoir monter ce produit, parce que c'est un vrai produit qui se monte en collaboration, y compris dans tout le travail qu'il y a à faire, notamment avec la créatrice en l'occurrence. Il y a la nécessité en tout cas, bon, c'est une innovation, c'est une nouveauté, donc on a testé pour vous, j'ai envie de dire, mais cette espèce de collaboration, elle est très importante, y compris au niveau de la plateforme, du client et de l'agence. Effectivement, c'était un vrai travail d'équipe là-dessus. Après ces éléments de contexte, est-ce que peut-être tu peux revenir un peu plus en détail, ou en tout cas nous rappeler
finalement la mécanique média et la façon dont du coup Carrefour s'est approprié aussi bien cette innovation en jouant notamment sur la complémentarité avec des formats... Avec des épingles plus classiques. Là, vous avez effectivement le format. Donc, il y a quatre vidéos de 20 secondes qui ont été produites par les Carnets d'Emma, donc, qui est la créatrice qu'on a choisie, qui est une mère de famille avec jeunes enfants. C'est important parce que dans la recherche, notamment, donc on a travaillé sur la recherche du profil. C'est pas évident de retrouver des mères qui mettent en scène leurs enfants. C'est pas évident de contractualiser avec elles et de contractualiser aussi. Donc, c'était important, c'était ce que je soulignais auparavant, qu'on soit vraiment dans la même dynamique. Et on a trouvé la bonne créatrice, voilà, comme vous le voyez, qui met en scène ses enfants avec le produit. On est dans sa vie quotidienne, on est dans ce qu'elle partage avec sa communauté tous les jours. Et il est notifié, effectivement, on le voit, je pense que c'est assez visible, qu'il y a un partenariat avec Carrefour, c'est très clair. Il y a effectivement, donc c'est une communauté, elle est suivie par un peu moins de 20 000 personnes, 18 500, quelque chose comme ça. On a travaillé sur 8 semaines, donc on a mis en place ces 4 vidéos au fur et à mesure des 8 semaines, et effectivement, en complément, sur notamment le remessaging, on a travaillé, alors non pas avec la créatrice, mais on a travaillé à produire d'autres contenus plus classiques, donc soit dynamiques, soit statiques, comme on peut le voir là, qui nous ont permis ensuite, parce que justement il y a ce travail qui est fait de corrélation évidente et visuellement d'un premier abord entre ce qu'on a pu produire durant les 8 semaines et ce qu'on retravaillait en remessaging derrière, pour aller un peu plus bas de funnel, aller sur des résultats de transformation business. Parce que, je ne l'ai pas dit, pardon, mais les objectifs de la campagne, c'était notoriété et transfo, que ce soit en magasin ou en ligne. Donc il fallait qu'effectivement on puisse couvrir l'ensemble. Donc on avait un haut de funnel extrêmement bien travaillé avec cette créatrice sur la notoriété, l'image aussi, l'immersion totale dans les communautés des Carnets d'Emma, et puis derrière la possibilité, par un très beau travail, je trouve, de production de contenu, d'arriver à transformer cette première approche. Effectivement, ce qui a été intéressant, c'est de jouer sur cette caisse de résonance entre du coup l'influence et les objectifs médias plus classiques. Merci beaucoup. Et effectivement, la campagne, en tout cas l'activation, ce qui est une campagne d'ailleurs, s'est terminée il y a peu. Donc on travaille à l'élaboration d'une étude de cas public. Donc pour des raisons évidentes, on n'a pas de résultats publics à vous communiquer aujourd'hui. Pour autant, est-ce que peut-être tu peux revenir en synthèse sur quelques enseignements ou même, une appréciation peut-être plus globale, tout en restant, confidentielle sur les chiffres clés. Comment ça s'est déroulé. Sans donner de chiffres, parce qu'effectivement, on ne peut pas les donner, mais tous les objectifs qu'on s'était fixés, très franchement, ils ont tous été explosés. On est en dessous largement de tous les benches du marché, donc on verra quand on les sortira. Si j'ai menti, on me dirait, mais pour le coup, on est vraiment là-dessus. Et quand même, peut-être l'élément le plus important, c'est que, on va dire, la volumétrie de produits qui avait été prévue pour cette opération a été liquidée bien avant la fin de la campagne. Donc on a dû réapprovisionner pour pouvoir répondre à la demande. Donc, évidemment qu'à la fin, pour nous, c'est aussi quand même un critère de succès. C'est même pas non négligeable, c'est peut-être le plus important. Surtout quand on essaye d'expliquer qu'aujourd'hui, avec Pinterest, on peut faire du business. C'est quand même important. On sait que, je pense que les équipes font très bien leur travail pour expliquer qu'on rentre dans le quotidien des gens, on rentre dans leurs passions, leurs envies, leurs projets. Ça, voilà. Mais quand on veut aller sur des objectifs business, aujourd'hui, on a des éléments, et celui-là, ce nouvel élément, mais en fait partie, et nous tient à cœur, parce que la création, la co-création, la collaboration avec ces influenceurs, mais en tout cas plutôt créateurs, pour nous, c'est la clé. Donc on croit vraiment en ça, on croit que effectivement ça va être, c'est le cas aujourd'hui et ce sera de plus en plus demain, de passer par ces médias-là, en fait, pour pouvoir, y compris, aller jusqu'au business. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps du coup d'adresser d'éventuelles questions, mais vous les gardez au chaud pour après quand on pourra échanger ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole à Noémie pour la dernière intervention. Bonjour à tous. Je suis la commerciale triste qui n'a pas son client avec elle, mais ça va quand même être bien. Pernod Ricard, aujourd'hui, est en
d'événements d'entreprise. Ils me verront à la retransmission. Je m'appelle Noémie, je suis partner manager chez Pinterest aussi. Je travaille particulièrement du coup sur la verticale de la boisson. Donc on accompagne les grands acteurs comme le groupe Pernod, Bacardi, Diageo, Heineken. Vous les connaissez tous. Ça va pas être facile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qu'on vient de sortir avec Ricard, qui est notre premier case study full funnel pour Pinterest en France. Alors, full funnel, ça veut dire quoi, pour commencer, pour que ce soit bien clair? Ça veut dire qu'on a fait une campagne qui a impacté, vous allez le voir, les futurs consommateurs de Ricard à chaque étape du funnel de conversion. Ça veut dire qu'on a couvert la cible, déjà, c'est important. On a garanti la mémorisation. On a aidé à la compréhension du message. On a augmenté l'intention d'achat et on a augmenté les ventes en magasin. Donc, à chaque étape du funnel, on a du vert. OK ? Donc, c'est une idée, un case study qui est magnifique, mais on va se parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on réalise un case study full funnel avec Pinterest. Prenez des notes et après, on le fait avec vous tous. La première chose qui est très importante quand on veut faire un case study full funnel avec Pinterest, et d'ailleurs avec tous les copains, j'imagine, mais on va se concentrer sur Pinterest, c'est une bonne collaboration avec les équipes marketing et médias pour trouver la bonne opportunité. La bonne opportunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une campagne, un lancement, un produit sur lequel vos objectifs internes sont vraiment sur à la fois de l'awareness, mais aussi de la vente. Il faut qu'en interne, vous soyez soutenu. Parce que du coup, il faut un petit peu de sous. Voilà. Donc, on trouve avec les équipes la bonne opportunité pour faire ce cas. Deuxième chose hyper importante, qui prend beaucoup de temps, on ne va pas se mentir, mais on est là pour vous accompagner, on a des équipes en interne qui vous accompagnent, c'est la partie créative. Parce que souvent, nos partenaires nous apportent des créas déjà créés, qui sont très bien, mais quand on travaille le haut et le bas du funnel, on ne peut pas avoir qu'une seule vidéo ou qu'une seule épingle. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, avec Ricard, c'est que Ricard avait développé une très belle campagne que vous avez dû voir, Born à Marseille, l'année dernière, qui était absolument excellente pour l'awareness, en haut de funnel. Mais quand il fallait faire comprendre le message et inciter à l'achat, on manquait un peu de matière. Donc, on a pris le temps, avec Ricard, avec notre studio créatif interne, de développer, à partir de leurs assets existants, des déclinaisons pour bien remplir, en assets créatifs, chaque étape du funnel. Troisième chose qu'on a faite, c'est collaboration très proche avec KR Wavemaker, leur agence, pour construire une orchestration média qui permette vraiment, justement, de travailler le haut, puis la concide, puis l'intention d'achat. Pareil, quand même pas mal de temps pour bien construire une orchestration média qui fonctionne. On a dû travailler à la fois nos intérêts. On a des intérêts, vous l'avez vu, food and drinks, qui sont très évidents pour l'awareness. Mais on a aussi travaillé, par exemple, les mots-clés sur Pinterest. Vous l'avez vu 10 fois depuis aujourd'hui, mais les gens cherchent activement des choses sur Pinterest. Et on est allé jouer avec de l'achat de mots-clés pour... L'awareness, c'était de l'intérêt, mais la considération, parfois, c'est quand même intéressant d'aller prendre des mots-clés du type repas entre amis, pique-nique, des choses un tout petit peu différentes de cocktail. Pour réintégrer Ricard et surtout le mettre un petit peu en scène dans d'autres contextes qui donnent envie du coup de le reproduire à la maison. Et puis la dernière partie que je trouve très intéressante, j'allais dire la plus intéressante mais pas sympa, mais très intéressante, c'est du coup la mise en place de la mesure sur toute cette campagne. Parce que pour que je puisse être là aujourd'hui et vous dire que ça a bien marché, on a évidemment mesuré. Donc, ce qu'on a fait sur la campagne Ricard, c'est qu'au niveau de l'awareness, on a branché Moat pour la visibilité. Et on avait notre outil interne Pinterest pour regarder la couverture sur cible. On était capable de dire à la fin ce qu'on pensait de l'awareness. On a mis en plus de ça un brand lift study Pinterest 6 questions, qui nous a permis à la fois de confirmer la notoriété et de regarder ce qui se passait en termes de considération. Et on a terminé, et on en a déjà parlé, avec un offline conversion lift, qui est une étude d'impact sur les ventes en magasin que l'on a fait avec LiveRamp et Carrefour. Le Offline Conversion Lift est disponible chez Pinterest depuis quelques années, depuis pas très longtemps.
Je ne vais pas rentrer dans les prérequis, c'est pas du tout le but, mais juste ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez le reproduire avec nous, il y a quand même une chose à bien garder en tête, ça marche quand votre produit a 3% de pénétration panier chez Carrefour. Voilà. Donc on ne peut pas le faire avec toutes vos marques. Mais si vous avez ça, on peut discuter. Les résultats. Regardez-moi ce magnifique entonnoir construit pour l'occasion. J'en suis assez fière. Donc sur la partie awareness, première chose, on a touché 85% des 18-34 ans sur Pinterest en 6 semaines. Donc il y a quand même pas mal de monde sur Pinterest qui a vu la pub Ricard normalement. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. J'ai pas mis les chiffres remotes, ils sont dans le case study, donc je vais vous les partager. Mais on est également autour de 80% de visibilité. Donc, première étape du funnel, check. Deuxième chose importante, la mémorisation, l'adricole. Brand lift study ici, pour confirmer. Donc les personnes qui ont été exposées à la publicité Ricard sur Pinterest, on voit un lift de quasiment 3 points sur la mémorisation. Ça fonctionne. Autre point hyper important pour Ricard à l'époque, c'était l'association du message Born à Marseille, qui était leur nouvelle tagline pour Ricard. Pareil, entre les personnes exposées et non exposées, on voit un lift de 13% sur les personnes qui ont été exposées. Donc Pinterest, ça fonctionne pour installer vos nouveaux messages. Dernier point du brand lift intéressant, même très intéressant, c'était le purchase intent, donc l'intention d'achat. Dans le brand lift, on avait mis une question de segmentation. Donc les gens qui répondaient au brand lift devaient dire si oui ou non ils consommaient des produits anisés. Régulièrement, jamais, rarement, juste pour pouvoir lire les résultats ensuite par catégorie. Ce qui est hyper intéressant dans les résultats, c'est qu'on voit un livre de 58% d'intention d'achat sur les gens qui ont répondu en première question qui n'achètent jamais du Ricard. Après, vous allez me dire, forcément, Pinterest, on l'a vu, on est plutôt des femmes, pas forcément le cœur de cible de Ricard à l'origine, mais justement, c'est-à-dire qu'on réussit pour une boisson plutôt masculine, sincèrement, en tout cas dans l'idée, à avoir un impact, à recruter en fait hors de la catégorie. Et le dernier point, la grande fierté, c'est les résultats de l'offline conversion lift qui sont arrivés du coup 8 semaines après la fin de la campagne, qui nous ont prouvé du coup que chez Carrefour, les personnes qui avaient, quand on compare les personnes qui ont acheté du Ricard chez Carrefour entre ceux qui ont vu la pub sur Pinterest et ceux qui n'ont pas vu la publicité sur Pinterest, on a 5% d'acheteurs en plus. Et 5% en grande conso, c'est beaucoup de monde. Voilà, donc ça c'était le cas Ricard. Je suis triste que Émilie Fauré soit pas là pour dire que c'est super, mais je pense qu'elle l'aurait dit. Donc j'espère que ça vous a plu. Et c'est comme ça qu'on termine, qu'on lance le Q&A. Je ne sais pas si peut-être s'il y a des questions, si des gens veulent revenir pour répondre aux questions. Bonjour, j'ai juste une question sur le cas Ricard. Du coup, c'est un investissement qui est quand même assez massif. Oui. Est-ce qu'on se satisfait d'un adricole à plus 2,6 points? Alors, notre bench pardon, oui. L'investissement, c'est combien déjà? Le minimum investissement pour faire alors je ne vous dirai pas celui de Ricard, mais le minimum investissement pour faire un sales list, c'est 100 000 € sur la campagne. Un petit peu de sous. La moyenne, le benchmark de l'adricole chez Pinterest, il est entre 3 et 5 points. C'est notre average benchmark. Donc 2,6, c'est un tout petit peu en dessous. Mais en fait, les résultats du reste, pour être honnête, ils sont très très bons. Ils sont très bons. Ça qui me perturbe un peu dans ce cas, c'est que j'ai l'impression qu'en bas de funnel, on est très efficient. Et en revanche, le haut de funnel est peut-être pas aussi important que ce qu'on pourrait penser d'une campagne aussi massive. Alors, sur ce point, on l'a eu avec Ricard, discussion. Ce qui était important de préciser, c'est que cette campagne a eu lieu en juin l'année dernière. Juin sur Pinterest, c'est une période très concurrentielle pour l'alcool. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Oui, donc du coup, un contexte publicitaire défavorable. On ne peut pas vous confirmer que c'est ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a avancé à l'époque en disant c'est vrai qu'en juin sur Pinterest, si vous ouvrez votre Pinterest et vous cherchez cocktail là maintenant, vous allez voir, c'est important. Il y a un petit peu de monde. Voilà. Merci. Je me permets de rajouter sur la partie du budget, effectivement, pour faire ce type d'études,
des pénétrations en magasin. Il y a certains critères qu'il faut qu'on coche pour réaliser, pour que statistiquement ça soit possible. Donc, ce qui explique aussi des budgets qui sont relativement conséquents. Il peut y avoir des questions pour les autres aussi. Ils sont pas revenus, mais... Oui, je passe un micro. Ouais. Merci. Bonjour. Sur la campagne Ricard, du coup, vous avez ciblé donc, principalement sur Pinterest. Vous dites que vous faites la brand lift offline avec Carrefour. C'est quoi l'échantillon qui combine à la fois les exposés Pinterest et les encartés Carrefour? Enfin, ça représente combien de personnes par rapport à la publicité au global? Je ne me souviens plus de la pénétration du coup, des encartés Carrefour sur Pinterest. C'est la question, c'est ça? En gros, c'est savoir si les 5% d'incrémental, c'est sur la base de 20 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes exposées. Enfin, juste pour... On va revenir vers vous. Ok. Désolée. Parce que je me souviens plus de la pénétration des encartés Carrefour. Mais en effet, Mais après, c'est statistiquement remis. C'est statistiquement remis à un échantillon. Donc, exactement, c'est redressé. Donc, je pense que c'est 5% vraiment sur l'impact des ventes sur Carrefour au global. Mais c'est redressé, oui. C'était super clair, en fait. Merci à tous. On reste dans le coin. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez reprendre un café, avec plaisir. Merci beaucoup.